Lecture sur le fil. Sur le fil du discours, de l'actualité littéraire, aussi bien du funambule. Des spécialistes de l'analyse du discours littéraire présentent une œuvre de l'actualité littéraire et déroulent pour le partager le fil de leurs idées. Nous accueillons aujourd'hui Fabienne Boissieras, qui est maîtresse de conférences habilitée à diriger les recherches à Lyon 3, spécialiste de littérature 17e, 18e siècle, mais aussi grande lectrice de romans contemporains. Et à cet égard, d'ailleurs, nous la recevons non seulement en tant que lectrice, mais également en tant que co-organisatrice du prochain colloque Houellebecq qui aura lieu en décembre à Lyon 3, qu'elle co-organise avec Yolène Géraud. Voilà, donc Fabienne, voilà. C'est à toi, nous te donnons la parole. Voilà, donc vous connaissez sans doute ce volume qui a été attendu jusqu'au 7 janvier 2022 et dont je vais essayer de donner quelques éléments stylistiques, rhétoriques et d'essayer de comprendre comment ce texte fonctionne, en tout cas pour moi. C'est pas la vie générale, mais en tout cas, voilà, pour moi. Et donc, je me prête donc à l'exercice qui m'a été demandé. J'ai mis deux citations en exergue. La première, si jamais je prends une part active au monde, ce sera comme penseur et comme démoralisateur. Extrait d'une lettre à Ernest Chevalier de Flaubert du 24 février 1839. Et puis une autre citation sortie d'Anéantir. Je ne comprends pas bien la direction que tu essayes de donner à ta vie, mais c'est ta vie, bien sûr. Toute petite remarque, le mot démoralisateur, je n'ai pas fait une enquête minutieuse, mais est présent dans Anéantir à la page 705, prouvant quand même que le mot n'est peut-être pas innocent. Alors, j'aimerais dans une première une première partie, interroger l'approche de la réception de ce texte et puis l'idée que le texte houellebecquien, en règle générale, mais sans doute aussi celui-ci, a comme projet de démoraliser, comme le soulignait Flaubert dans sa citation. Alors, par où commencer? Comment lire le roman? À l'endroit, à l'envers, au second, troisième, quatrième degré? On a beaucoup lu de choses autour de ce roman. Comment traiter des ironies et des inventions houellebecquiennes? Et je ne suivrai donc que quelques pistes et évoquerai quelques lectures possibles du roman que j'ai données. Alors, la liste est ouverte, que j'ai donnée précisément dans l'exemplier que je vous ai fourni. Voilà, donc j'ai donné... Et certaines qualifications peuvent peut-être faire intriguer ou faire sourire, puisque je disais que nous pouvons lire Anéantir sans majuscule, comme il a été désiré en première page, comme un roman philosophique, un roman d'amour, un roman familial, un roman sociologique, un roman psychologique, voire psychanalytique, un conte merveilleux, une fable édifiante, un traité des passions, un thriller politique, un exemple de médecine narrative, un roman métapoétique, un roman autobiographique, parce qu'il y a quand même un certain nombre de biographèmes repérables, un roman féministe, ça risque de peut-être grincer un peu, et à d'autres de compléter. Il me semble que la liste est encore ouverte. Alors, je ne parlerai pas globalement du néo-naturalisme de Houellebecq, parce que le travail a déjà été défriché. Et si en effet Houellebecq sait recycler du déjà vu, du déjà dit, d'ailleurs l'expression déjà vu est à la dernière page de Anéantir en italique, Houellebecq creuse à l'évidence d'autres sillons de sens. Alors revenons au texte. En janvier 22 paraît donc un ovni, je prends le sigle puisque Houellebecq a une certaine appétence pour les sigles, donc un ovni littéraire, roman de 730 pages, 8e roman de Houellebecq, écrit à la 3e personne et dont la lecture a de quoi dérouter et désabuser le lecteur sur toute vérité, car conforme à la poétique de l'auteur, on pourrait qualifier de poétique du flou, le degré de polyphonie énonciative
atteint des summums ici, jusqu'à faire, me semble-t-il, de la construction même du texte une réalisation mimétique de cette polyphonie. Les différents types d'implicites, là encore, je n'approfondis pas les distinctions multiples qu'on pourrait faire dans la typologie des ironies. Je garde l'ironie et l'humour houellebéckien, dans la mesure où, en effet, de nombreuses scènes cocasses, très drôles, je cite la mutation végane de Prudence, mais aussi l'entretien médical avec les deux oncologues Dupont et Dupont, qui participent véritablement d'un discours humoristique, mais tous ces éléments d'implicite rendent le véritable objet du dire souvent indécidable. D'autant que l'hétéroscopie, la combinaison des tons, la fusion des genres, la traduction des reflets balbutiants de la conscience du personnage et la prolifération des cibles sont un défi à la réinterprétation ironique. Robert Martin dit à la réinterprétation véridictionnelle. Bref, il n'est pas aisé de différencier dans ce texte, selon les divers niveaux d'affectation, une ironie locale et une ironie globale qui est, elle, imputable à un narrateur ou à un auteur, régisseur, et qui, in fine, tonalise le texte dans son entier. Alors, je prends l'extrait 1, qui est au début, quand même, du roman, page 152. Peu après, selon l'expression consacrée, la messe était dite, chacun devait rentrer dans son foyer et se réjouir au milieu de la famille selon ses moyens propres. En sortant de l'église, Paul Raison, qui est le personnage principal, comprit encore mieux à quel point son père avait été. Il ne pouvait pas s'empêcher de formuler dans sa tête « avait été » alors qu'il fallait penser « était ». Il n'était décidément pas doué pour l'espérance, à quel point son père était populaire dans le village. Donc, bien évidemment, ce petit extrait donne à voir ou exemplifie la complexification de l'énonciation. Précisément, je citerai quelques éléments, parce que tout le monde est stylisticien, mais bien sûr, l'expression selon l'expression renvoie à la thématique du discours représenté et en même temps inscrit une syllèpse, ou en tout cas permet de revisiter l'expression lexicalisée selon l'expression consacrée, et commence aussi à nourrir un certain nombre d'éléments biaisés qui inviteront à lire l'extrait comme en effet un passage ironique. L'incidente, alors énormément d'incidentes chez Houellebecq, entre parenthèses, insère elle-même une connotation autonomique, une retouche corrective, et dernier point que j'ai souligné, décidément, là encore je reviendrai sur les adverbes en ment dans la prose de Houellebecq, appartient comme signal d'ironie soit au personnage, soit au narrateur. En tout cas, le petit extrait proposé donne ici une illustration précisément des piétinements de l'information constamment à l'œuvre. L'homme moderne qui est raillé par Houellebecq totalise sa vie dans les objets, alors que ce soit un duplex et tous les éléments de l'architecture intérieure, suit des tendances et des modes avec sans doute Barthes, Pérec, Bourdieu en arrière-plan, obéit à des injonctions rituelles, la messe de minuit en est une, sans motivation ni logique. D'ailleurs, j'aurais pu m'arrêter dans l'extrait précédent sur le semi-auxiliaire ou l'auxiliaire de mode devoir, qui me semble extrêmement ambigu puisqu'il cumule in fine une signification à l'éthique, épistémique, déontique, devrait se réjouir, me semble ici un lieu encore d'ambiguïté. Leurs motivations sont inconnues, lit-on page 26, il s'agit de celles des terroristes dans Anéantir, mais cela vaut pour tout sujet pris en otage dans des conduites réglées, nous l'avons vu, ou dans des énoncés conformes à une réalité dominante, j'emprunte l'expression à Deleuze et Guattari. Stéréotypes et clichés, dont je ne dis peu de choses pour les définir, foisonnent avec une différence sensible par rapport au traitement réaliste de ces raccourcis cognitifs, puisque dans Anéantir, ils collent, je cite, à la réalité, ou même
s'invente au débeauté. Je cite cette phrase d'Anéantir. Il avait une tête à s'appeler Gilles, comme si le nom propre, qui est un assémantème, devenait ici remotivé par inversion cocasse. Et la phrase dit précisément une sorte d'absurde de la description, ou en tout cas de l'énonciation. Comme d'usage, alors là je vais très vite, les noms propres qui prolifèrent dans le texte déclenchent divers systèmes d'expansion qui sont véritablement un stylème générique. En bref, si je reprends des éléments précédents, les directions de sens que j'aimerais bien écrire en italique pour leur donner pour les renvoyer à l'acception phénoménologique qui leur convient, puisque le mot était précisément dans l'extrait, dans la phrase proposée, je ne comprends pas bien la direction que tu essaies de donner à ta vie. Il me semble que là, la direction de sens est stricto sensu, une expansion empruntée à la phénoménologie. Ou alors ces directions de sens, tragiquement infléchies vers le bas, privent les personnages d'un élan vital nécessaire pour se soustraire à la glu du réel et pour penser. S'appeler Paul Raison, comme le personnage principal, ne fait rien à l'affaire, et la perception de l'absurde s'invite souvent dans les débats intérieurs. Je cite, c'est hors corpus, « Les chrétiens ont du mal en général avec l'absurde, ça n'entre pas vraiment dans leur catégorie. » À l'évidence, le mot catégorie sous-entend, là je prends l'expression comme le définit Catherine Kerbrat, sous-entend évidemment l'impertinence du nom catégorie eu égard à la religion. Donc la modalisation vraiment, l'impertinence du nom catégorie relève bien du sous-entendu ironique. Autre exemple rapide, on peut vivre sans raison, c'est même le cas le plus courant. Maxime implacable, laconique, généralisante, prise en charge par un narrateur-auteur en surplomb. Et dans cet exemple, il n'y a rien à ajouter, semble-t-il, après l'hyperbate, figure de construction massive, qui ici est un ajout hiérarchisant, qui invalide l'interprétation modale de pouvoir. On peut vivre sans raison, éventuellement, et conteste un monde contrefactuel via l'adverbe même. Donc trop souvent, la pensée peine à se mettre en mouvement, empêchée entre autres par l'idée implicite d'un danger inhérent à l'activité de compréhension. Deux exemples pris parmi tant d'autres de la périphrase incoative illustrent assez l'effort à fournir. C'est le texte 2. Dès qu'on commence à réfléchir, ça va toujours dans le même sens, pas sur le plan sentimental d'ailleurs. La réflexion et la vie sont tout simplement incompatibles. Deuxième exemple, ces derniers temps, il commençait à comprendre ce que ça impliquait d'être chef. Troisième exemple, bizarrement, la pensée de Paul prenait parfois maintenant une tournure politique. Il était normalement trop tard pour songer à ces choses, mais il avait passé des années de sa vie dans l'univers politique sans en penser quoi que ce soit. On est au terme du roman. On voit bien que les adverbes maintenant, qui est ici un rupteur temporel, et le modalisateur bizarrement, tous deux mettent à mal la cohérence du propos. D'ailleurs, ils ont tous une incidence transprédicative, et donc, là encore, je dirais, laisse une hésitation sur l'interprétation. Dans l'exemple 3, bizarrement, la pensée de Paul prenait parfois maintenant une tournure. L'aspect cursif du procès est d'ordre lexical, puisque c'est le groupe verbal prendre une tournure, en laissant la place du sujet agent vacante, qui disqualifie avec d'autres procédés d'indéfinition l'activité de pensée. Venons-en, j'ai mis le pire. Je citerai Robert Scholz, qui, dans la théorie des genres, co-dirigée par Jean-Marie Schaeffer, écrit « Un monde fictionnel peut être meilleur que le monde de l'expérience, pire que lui ou son égal. » Avec Houellebecq, la chose est entendue, on devrait s'attendre à un monde pire. Du moins, le titre signature, Anéantir, oriente vers le monde déchu de la satire, de la déprivation et de la négation. Et je cite pour mémoire,
sérotonine dans page 174, avec la désertification, déchristianisation et toutes ces choses en D, le curé avait bien du travail. Texte 3, le pire. Le pire, mais pourquoi Prudence n'était pas encore rentrée, se demanda-t-il soudainement. Il était presque 21 heures. Il, Paul Raison, avait besoin d'elle maintenant. Il avait besoin d'elle et de leur conversation quotidienne. Mais là, ce n'était pas possible. Il ne pouvait pas l'attendre plus longtemps. Il fallait qu'il se couche et qu'il essaye de dormir. Le pire était que si l'objectif des terroristes était d'anéantir le monde tel qu'ils le connaissaient, d'anéantir le monde moderne, il ne pouvait pas tout à fait leur donner tort. L'entier de l'extrait, au discours indirect libre, introduit une incidente volumineuse signalée par un tiret qui déroute le propos de sorte que la reprise du thème « le pire », ligne 5, est nécessaire. Emmêler les deux fils du récit, le terrorisme et le soutien de Prudence, n'obéissent plus à aucune loi de cohérence et de hiérarchie. D'ailleurs, l'hyperbate introduit aussi une modalisation douteuse. Il ne pouvait pas tout à fait leur donner tort. Modalisation douteuse qui est aussi un stylème houellebéckien, mais là qui est une véritable déflagration à retardement. Il y a bien, même avec ces quelques exemples que j'ai extraits, et qui sont toujours difficiles d'ailleurs de choisir, il y a bien de quoi démoraliser le lecteur, d'autant que le jeu qui s'active entre le texte et les représentations que met en scène l'auteur, le narrateur, je ne sais pas trop, barre l'accès immédiat à une quelconque vision unifiante, d'où ce que recommande Ios, et là qui me semble nécessaire, la nécessité d'opérer une première, une seconde, une troisième, une xème lecture. Assurément, la messe semble dite dès les premières pages du roman, extrait 4. Certains le disent, donc on ouvre le roman sur ces lignes, certains le disent de la toute fin novembre ou du début de décembre. Surtout si l'on est célibataire, on a le sentiment d'être dans le couloir de la mort. Les vacances d'été sont depuis longtemps oubliées, la nouvelle année encore loin, la proximité du néant est inhabituelle. Avec un tel constat cynique, bien proche d'un nihilisme éthique, d'un esprit de raillerie systématique, une telle hantise aussi de la doxa, que l'auteur conteste, plus ou moins, en tout cas en vis-à-vis, l'horizon d'attente du lecteur, ou plutôt son horizon de chute, semble bel et bien fixé. Sur le plan sentimental ou le plan familial, c'est la même désillusion cruelle. Extrait 5. Ça n'a pas toujours été facile avec papa, tu sais, ajouta Aurélien, le frère de Paul Raison, personnage principal. C'était un euphémisme. Il ne s'était à peu près rien passé entre eux les 25 premières années, hormis une hostilité sourde. Le commentaire métalinguistique, ironique, rhétorique, c'était un euphémisme, anticipe le dépli d'une réalité désolante que l'hyperbate, à la suite du circonstant temporel 25 années, achève d'aggraver. Là encore, explosif à retardement, l'hyperbate ruine toute possibilité de dédramatisation. Sans mener plus loin l'examen, parce que certains l'ont fait et d'autres le feront, sans mener plus loin l'examen sur ce seul exemple, on sait que le négatif, qui n'est pas d'ailleurs toujours négativité, si l'on s'intéresse à sa double valence, informe le texte houellebéckien. Dans Anéantir, sans surprise, il se manifeste à chaque page du roman, sinon à chaque ligne, révélateur non d'une conflictualité exacerbée, parce que là, s'il y avait conflictualité, il y aurait une vertu stimulante à la négation, mais d'une indécision ontologique, d'une dépressivité chronique, ce qu'on appelle en psychiatrie une sorte de dépression blanche, invisible du dehors et ravageuse du dedans. Au lecteur douteur, donc, de colmater les brèches, je répète, nombreuses figures de réticence, épanorthose, parenthèse, travail de mais. Alors, évidemment, on a tous en tête la lecture de Ducrot, qui est constamment, évidemment, sollicitée, même dans la citation que je vous ai donnée
en amorce, mais cet avis, bien sûr, prolonge la parole au-delà. Et donc au lecteur d'agréger à sa façon des énoncés en souffrance, d'administrer au mieux la vérité, en pesant dans sa propre balance le sens d'énoncés que l'habillage rhétorique du discours se plaît à dynamiter. Signal véhicule d'une attitude ironique, l'oxymore en tête de liste, mais l'hyperbate, l'épanorthose, exemple parmi tant d'autres, mobilise en urgence les compétences du lecteur et aussi celle du lecteur philologue, super reader, comme dirait Fater, engagé dans la résolution des impertinences et incongruités logiques. Je cite une phrase sur laquelle j'ai beaucoup travaillé avec les étudiants. Elle était charismatique, Cécile, virgule, en ce qui concerne la cuisine. Bon, on connaît ce tour, elle était bien jolie, même si elle avait tel âge, etc. C'est une structure extrêmement courante de dégradation en rhétorique, puisque l'expression emphatique, charismatique, est aussitôt dégradée par l'hyperbate. Et l'hyperbate, évidemment, ici, sert la flèche empoisonnée. Pourtant, cette figure de rhétorique que la rhétorique ancienne désigne sous le nom de diasyrme, et qui consiste au fait que l'expression emphatique, méliorative est immédiatement attaquée par l'épanorthose, eh bien cette figure mérite attention dans le texte houellebecquien. Pourquoi ? Parce que cette brève étopée ironique concernant Cécile, la sœur de Paul Raison, est saisie dans une structure attributive bien sûr fermante, mais cette étopée aura précisément tout l'espace du roman pour se déployer autrement. Et en effet, malgré l'outrance de la caractérisation, malgré l'hyperbate, Cécile, la petite sœur du personnage principal, rejoindra la longue liste des figures féminines courageuses et admirables du roman. Au sens propre du mot charismatique, s'agrègent donc des valeurs additionnelles, marginales et dérivées, et dès lors, charismatique devra être envisagé dans toutes les acceptions de l'adjectif et confirmera la pertinence de la caractérisation. Certes, Cécile est la figure solaire de la famille, ultra-croyante, certes, mais surtout, elle possède ce don naturel pour faire plaisir, définition qu'enregistrent les dictionnaires de langue. À Houellebecq, donc, de compter sur le lecteur, mais de compter vraiment, et il le dit lui-même, je cite, « Le lecteur, s'il est aussi attentif que je l'imagine, complétera. » La reconnaissance de la part active du lecteur dans la concrétisation du sens, qui témoigne peut-être d'une certaine désinvolture octoriale, laisse ouverte l'appréciation littéraire et éloigne du danger d'une interprétation moniste qui jetterait par avance du discrédit sur le texte. Comme pour toute littérature d'intervention, les questions fusent, les fausses pistes ou les pièges sont tendus au lecteur d'anéantir. Tirons une première conclusion. Anéantir est une fois encore la scène d'une grande déflagration collective individuelle, le site d'un étalage de contradictions et d'impasses existentielles. De nombreux attelages incongrus pourraient en témoigner dans le texte. Autre exemple de personnage pittoresque qu'on retrouverait dans la littérature du XIXe, Hervé, le notaire au chômage, oxymore souligné par le narrateur lui-même, Bruno Juge, inspiré de Bruno Le Maire, ministre, met la tête en l'air, sorte de contradiction ici ironique. Donc toutes ces caractérisations sont nombreuses dans le texte. Nous l'avons déjà évoqué, mais très rapidement, le roman s'inscrit bien donc dans la tradition d'une roman naturaliste qui est vouée à la perte et à l'aliénation. Après Balzac, dont la présence parente se signale tout du long, en sous-texte, Houellebecq, en écrivain, disons vériste, mais je suis moyennement convaincue, additionne et exhibe ainsi des effets de réel dont on sait qu'il travaille à la dégradation
de l'illusion référentielle. Car le trouble dans la représentation repose précisément sur un excès de réel, une nausée de réel. Voir, c'est toujours croire voir, et derrière la chose vue, il y a l'illusion. Extrait 6, je ne prendrai peut-être pas toute la lecture, mais en tout cas les deux extraits confirment une sorte d'intuition. Le texte houellebecquien déconstruit aussi autrement de l'intérieur la grande illusion du réel, car le filtre de la conscience, se superposant à d'autres filtres ou d'autres croyances, font que les hommes finissent par perdre pied. Donc j'ai souligné, me semble-t-il, ligne 6, texte 6, ah oui, parce qu'il y a un autre verso. Je le lis, soit je lis le plus long, soit je lis le plus petit, comme vous voulez, mais bon. Il avait préparé sa valise la veille pour ne pas avoir à repasser à Montreuil et parti à Chantilly à 16h. Le périphérique était très encombré, l'autoroute, ça n'allait pas bien non plus. Vers 21h, il réalisa qu'il arriverait très tard à Saint-Joseph et qu'il commençait à être fatigué. Il valait mieux qu'il fasse halte à Châlons. Il trouva facilement une chambre à l'Ibis-Style, située près de la sortie Chalon-sur-Saône, nord. Le restaurant était encore ouvert, mais il n'y avait que 2 autres clients qui mangeaient seuls à leur table. Un type d'une quarantaine d'années qui ressemblait à un VRP, enfin un VRP tel qu'on le représente dans les films. Il n'avait jamais réellement rencontré de VRP, et une femme un peu plus jeune qui, elle aussi, évoquait une commerciale, quelque chose dans son maquillage ou son habillement. Il ne savait pas très bien, il ne connaissait pas non plus de commercial, son expérience du monde était restreinte. L'autre extrait relève des mêmes stratégies de floutage de la réalité, mais par effet, je dirais, de miroitement successif de l'illusion. Le lecteur, donc aussi perd pied, convié à procéder à des lectures rétrogrades parfois pour reconstruire le sens. C'est ce que j'ai expliqué rapidement avec charismatique. Était-il ironique ou non? Pas sûr. Au sein de la phrase, d'ailleurs, le calcul n'est guère plus simple, puisque les procédés de détachement qu'on a pu voir à l'œuvre dans les courts extraits, au sein même de la phrase, s'appliquent à distraire le sens. Et le seul exemple que je prendrai concerne le point d'incidence des adverbes en ment, qui, dans le texte houellebecquien, ont des rendements extrêmement divers. Tantôt ils sont intra, extra, transprédicatifs. Ce sont d'ailleurs des unités modales propres aussi au texte balsacien. Et dans anéantir, ce sont des éléments sources de flou. Je cite juste une phrase, il s'agit d'Aurélien. Sa mère n'avait jamais été réellement affectueuse. Oui, c'est cela. C'est sur cet adverbe devenu unité prédicative à part entière que l'existence d'Aurélien se fissure, faisant porter le drame de sa vie sur la contrefaçon du sentiment maternel. Et donc cet adverbe réellement, ici, porte en effet l'élément de prédication. Et le commentaire réflexif, oui, c'est cela, en fin de phrase, irruption du discours direct libre dans le discours indirect libre, est affirmation renforçante d'une désolation qui s'articule en 3 syllabes. Oui, c'est ce, enfin 4 syllabes, 3 mots. Donc cet adverbe pose sans cesse la question de son incidence. J'ai donné quelques exemples. Alors certains sont relativement simples, hein, puisque l'adverbe, alors des adverbes en ment volumineux chez Houellebecq, souvent très volumineux, même plusieurs syllabes. Premier exemple, l'ameublement était d'un vers terne impeccablement administratif. Bon, là, rien de très nouveau peut-être hein, sur le procédé ironique ou humoristique. Deuxième texte, Solène signale, grognait, mais Bruno avait l'air complètement de s'en foutre. Les rares fois que Paul le vit durant cette période, il semblait tout à fait ailleurs. C'était à se demander s'il n'avait pas sauté le pas avec Raxanet, finalement. Donc ce finalement, au terme de la phrase, là encore, mérite une relecture de l'ensemble de l'extrait. Troisième exemple, Bruno hocha longuement, négativement la tête, sans dire un mot à la part. Donc on soulignera en 2, puisque je reprends l'exemple Solène signale,
l'hyperbate encore, bien sûr, au sein du discours indirect libre, et la position excentrée de l'adverbe, finalement, et la mobilisation des traces d'oralité sans foutre, qui met en péril, on pourrait dire, l'intelligibilité de la phrase. Contre toute attente, ça devait être... Voilà, réenchanter le monde, j'exagère peut-être un peu, mais quand même, pourquoi pas. Contre toute attente, voilà un groupe d'ailleurs prépositionnel transprédicatif qui court beaucoup dans le texte, dans le roman Anéantir. Avec un sens clinique, donc proche de celui que revendique Houellebecq, en tout cas c'est ce qu'il dit dans des correspondances, j'ai un sens clinique. Alors clinique, c'est celui aussi qui s'incline sur le réel, qui touche au plus près du réel. C'est ici peut-être un clinicien. Bon. En tout cas, avec un sens clinique proche de celui que revendique Houellebecq, le lecteur observe avec lui des personnages symptomatiques qui peinent ou renoncent à aller jusqu'au bout, et j'y reviendrai, auxquels on s'attache. Donc j'insiste, auxquels on s'attache. Autant de vies minuscules, alors peut-être pour justifier toutes les minuscules de la couverture, je ne me suis pas penchée plus avant sur le choix de la graphie minuscule. Donc autant de vies minuscules qui sont l'exact envers de la vie spectaculaire. On le sait déjà plus ou moins, ceux qui lisent en tout cas Houellebecq, le cynisme et le lyrisme, qui a partie liée avec le dandysme de Houellebecq, la distance et la sympathie ne sont pas des incompatibilités littéraires. La dérision, l'autodérision des personnages, de l'auteur lui-même, repérables dans les ruptures constantes d'énonciation, de construction, viennent adoucir, me semble-t-il, le rugueux de toute existence, même dans les moments les plus tragiques. À la toute fin du roman, je cite, « Dans ce cas, c'est l'oncologue qui parle, Dupont avec un T. Dans ce cas, je trouve que la pompe à morphine fait double emploi. L'amour est suffisant. L'amour plus fort que la morphine. Tel est le jeu de réécriture sur lequel Houellebecq conclut. Les scènes touchantes se succèdent en cascade au moment où l'homme assume sa finitude, prend acte du ne plus jamais. Le passage 8, au discours indirect libre, en témoigne, me semble-t-il. Au moment où elle franchit la porte de la salle, Paul eut la sensation très nette, la certitude même, et par Nortose comme renfort d'émotion, qu'il ne reverrait jamais Cécile, ni Hervé, ni Anne-Lise, encore bien moins. Il ne reverrait plus beaucoup de gens sur cette terre. Et à chaque fois, il ferait tout pour éviter de donner l'impression d'un adieu. Il ne se départirait à aucun moment d'une attitude raisonnablement optimiste et même humoristique. Au moment où le rideau tombe, l'attitude, qu'il faudrait mettre en italique ici, est grandiose, avec jusqu'au bout l'élégance du dandy, l'humour pour protection ultime. Aussi les bons sentiments. Alors c'était le titre d'un article de presse. Bon. Les bons sentiments font la bonne littérature, disait Houellebecq. En tout cas, les bons sentiments qui se déploient dans le roman, assumés par l'auteur, crédités par des femmes sublimes de douceur et de bonté, floutent-ils la noirceur du monde? Silhouettent-ils, à la dernière scène du dernier acte, si on considère le roman comme une tragédie, des figures d'espérance? Un retournement pourrait avoir lieu. Et Houellebecq, où est-il? Ce pourrait être un élément de conclusion si j'ai le temps, mais ayant soin de mettre en caractère italique le verbe être, très souvent d'ailleurs marqué de ce sceau typographique dans les textes de l'auteur. Sur ce suspens d'identité, nous essayerons de dire quelques mots. Je reviendrai donc sur ce qu'on appellerait plutôt que la confusion des genres, la fusion des genres chez Houellebecq. Ce qui peut lui être reproché, comme on a pu reprocher d'ailleurs à Balzac, de n'avoir aucun style. Bon, la polémique autour de Balzac stylisticien a toujours été ouverte. Donc la question se pose aussi pour Houellebecq. Je fais un rapide résumé, mais en le nourrissant quand même d'éléments de réflexion. Anéantir s'ouvre, pour ceux qui l'ont lu, sur une affaire prise au sérieux par les politiques de cyberterrorisme international. L'épigraphe ressuscite Netchaïev,
Cryptogrammes, caractères bizarres, services secrets, sectes satanistes, micro-sociétés catho ou occultes sont autant de référents terrifiants. D'ailleurs, une vidéo de la décapitation du ministre de l'économie, Bruno Juge, avec une illustration de la guillotine digne des planches de l'encyclopédie, porte à son paroxysme la dérive voyeuriste de notre société. Le personnage de Paul Raison, homme terne de 47 ans, haut fonctionnaire au ministère de l'économie et des finances, confident du ministre, il y a un peu de la bruyère autour de cette amitié politique, assiste impuissant à cette prédiction de violence. Je n'ai pas mis roman d'anticipation parce que Houellebecq nous place en 2027. Je ne sais pas si cette date mérite de commenter le différé. Et donc assiste au déclin de son couple aussi. Le personnage est, semble-t-il, moins radical que le héros nihiliste de Sérotonine, pour ceux qui connaissent ce texte. Le texte bifurque vite. Le mot sortie de route dans le roman est en italique et il me semble qu'il clignote aussi en direction de la narratologie. Le texte bifurque vite sur une histoire intime et familiale, laissant à l'arrière-plan le chaos politique à venir. Mais pourrait-il, ce fonctionnaire raisonnable, agir ? Sans doute non, car la décision, l'acte de se décider, implique une volonté, thèse ricoeurienne, qui chez Houellebecq est mise à mal. Au sein des constellations familiales, les places sont imposées, tragiquement fixées, en particulier pour Aurélien, le jeune frère de Paul, hors jeu dès l'enfance, enfance abîmée par la violence de l'indifférence et du non-désir du père, et qu'il recherche dans ses rapports de couple, par répétition inconsciente, des affects d'humiliation et de honte. Indy, sa femme terrifiante, digne de la mythologie, avec la haine pour seule modalité d'interaction, a de quoi, sinon le rendre fou. Je renvoie à un titre d'un psychiatre qui s'appelle « Comment rendre l'autre fou ». On pourrait presque, en effet, envisager cette option romanesque, mais ce n'est pas l'option romanesque. Du moins, cette épouse a de quoi l'anéantir. Aurélien s'est suicidé, dernier mot de la page 499, en sachant que dans le verbe pronominal, cette part d'ingentivité est toujours équivoque. Le meurtre, in fine, se réalise donc contre soi et le suicide d'Aurélien, seule question fondamentale pour Camus, on le sait, valeureux, fragile, sonne la fin de partie. Trop tard pour lui qui dit oui, étape commentée aussi par Ricoeur dans Philosophie de la volonté, dire oui à la passion à la toute fin du roman, à jamais inendeuillé de toutes les pertes, de toutes les humiliations auxquelles il n'a pas su répondre, en brisant les liens poison. Il restaure, répare les tapisseries anciennes que lui confie le ministère de la Culture. Je dirais que là, c'est quand même une grosse ficelle romanesque. Il renonce. Tous les hommes ne sont pas doués, semble nous dire, Houellebecq, pour la résilience, mot à la mode, ou peut-être y a-t-il des situations où nulle parole secourable n'est audible. Suggestion de Houellebecq. Peut-être que la vie psychique, cryptée, je renvoie ici à un texte de Nicolas Abraham et Maria Torok qui parle d'une crypte imaginaire, comme le monde extérieur, ne peuvent être déchiffrés. Paul Raison, lui, dit vivre sur le côté. Il se bat comme son frère avec ses fantômes, plus qu'avec le déchiffrage des caractères bizarres reçus au ministère ou avec les incohérences de ses rêves. 11 narrations de rêves ponctuent le texte, longue narration d'ailleurs, de rêves. Mu par l'habitude, comme chute dans l'automatisme, nous dit encore Ricoeur, sournoise menace qui pèse sur chacun. Il ne renonce pas à vivre, mais plutôt à vouloir. Là encore, étape magistrale. Je lis le texte 9, toujours au discours indirect libre, qui introduit des traces d'oralité, des incidentes, tous ces éléments déjà vus qui informent le passage. En poussant la porte de son appartement, il fut surpris des chants de baleines provenant de l'espace de vie et réalisa que Prudence était certainement rentrée, qu'elle devait être dans l'appartement en ce moment même. C'était ses horaires habituels. Ce n'était par contre pas du tout les siens. Depuis qu'il était au cabinet, il avait pris l'habitude de se lever tard, vers midi. Il prenait la direction du ministère,
flânait en traversant le parc de Bercy. Il avait presque fini par aimer ce parc avec ses légumes à la con, puis le jardin Yitzhak Rabin. Donc on retrouve ces procédés déjà envisagés. Dans un duplex bocal, avec juste assez d'oxygène pour se maintenir à la surface, il survit avec bien peu d'amour, croise parfois Prudence sa femme elle-même et narque dans l'espace de vie, qui est espace de mort aussi. Hostile aux valeurs d'intimité, l'habitacle moderne décrit par Houellebecq, hostile aux valeurs d'intimité, l'habitacle moderne décrit par Houellebecq fait peser la menace de rompre avec le réel, mettant en débat notre rapport d'habitation. J'isole une phrase dans le texte qui me semble assez emblématique de ces minuscules incongruités sémantiques. Il frappa à la porte de l'espace de vie. L'espace de vie, mot composé certes, mais on peut lire aussi il frappa à la porte de l'espace, qui laisse en tout cas jouer une certaine ambiguïté sur la répartition des compléments. C'est ainsi que dans un enchevêtrement d'intrigues un peu vertigineux, de chassés-croisés inextricables, d'imbrication des voix constantes, alors qui vont du discours direct aux modalisations, à l'allusion. On pourrait dire que là, on a à peu près une sorte d'exemplaire de toutes les formes de discours représentés possibles. La narration progresse, chapitre après chapitre, avec une maîtrise remarquable de la grammaire des formes. Le roman Anéantir se donne comme une vaste investigation sur les modes d'existence, bien moins, me semble-t-il, par rapport aux autres romans, bien moins un mode d'investigation sur les styles de la chair. L'imprévu. Alors l'imprévu, j'aime bien l'imprévu parce que c'est vraiment ce qui anime aussi la poétique marivaldienne, l'imprévu. Pour que les personnages adhèrent enfin à la vie, sortent de leur gang d'ennui, il faudra un événement venu de l'extérieur, un événement du non-choix. Là encore, je cite Ricoeur, un imprévu, AVC du père, cancer de la langue, éventuellement écrire en un mot si l'on est lacanien. Il faudra qu'une tumeur cancéreuse localise le mal pour que le monde intérieur du personnage gagne en profondeur et en champ. Texte 10. Lui-même était stupéfait de bander. C'était imprévu et même absurde, épanorthose. Insensé, grotesque, en un sens presque indigne. Ça ne correspondait pas du tout à l'idée qu'il se faisait de l'agonie. Décidément, l'espèce poursuivait ses propres buts tout à fait indépendants de ceux des individus. Mais elle leur permettait la tendresse, aussi l'encourageait même, épanorthose, figure, oui, je lisais dans le dictionnaire rhétorique de Molinier, que l'épanorthose est une des figures les plus délicates. Et en effet, parfois, je trouve qu'elle est extrêmement subtile dans le décryptage. Aussi l'encourageait même. Ainsi, le plaisir sexuel pouvait, sous un angle, leur apparaître comme le simple prolongement de la tendresse. Ce qui n'avait par contre plus la moindre importance, c'était la parole. Ils passaient des journées entières sans échanger un mot. La somatisation, mode privilégié d'expression de la souffrance, permet contre toute attente, là encore on retrouve le groupe prépositionnel, de rebattre les cartes du désir amoureux et sexuel, de porter attention à l'autre. Madeleine, aide ménagère, compagne amoureuse du père de Paul et malmenée jusqu'alors par la vie, accède elle aussi à une véritable grandeur, noblesse, dans l'abnégation et le don de soi. Elle soigne, prend soin, invente un mode de communication secret avec cet homme diminué après son AVC. L'attention, en italique, pas dans le texte, mais que moi je mets en italique parce que je l'emprunte à Ricoeur, se veut dans le roman un acte fondateur d'un humanisme à redéfinir dans un monde à l'urbanité anguleuse et à l'indifférence contagieuse. Peut-on donc considérer Houellebecquien, platonicien, badiouxien? Peut-être. La surprise vient également du réveil du désir chez Prudence, pleine de petites attentions, rapportées non sans humour, un simple frôlement des corps, un réfrigérateur réorganisé, susceptible de réanimer le couple alors au point mort. Réduit à la seule chambre du malade, puis au lit,
qui est le dispositif du nid selon Bachelard, l'espace de vie. Paul Raison, malade en fin de vie, se dilate, l'espace de vie de Paul Raison, malade en fin de vie, se dilate paradoxalement par la grâce d'un amour absolu à la fois charnel. On peut relever le style cru pour la sexualité, mais c'est quand même une scène privée et inventive ici, et affectif. La chance d'aimer le sauve du néant. Et l'horizon se dégage enfin sans plus d'obstacles, plus de barres anguleuses à l'horizon, plus de stries dans le ciel, laissant ainsi libre cours à la contemplation, le mot employé plusieurs fois, assez proche du sens hugolien, me semble-t-il, mais sans Dieu, bien sûr. Pratique active que la contemplation, qu'il partage avec son père, avec prudence, qui signifie regarder ensemble, un des derniers mots du roman, et dans la même direction. Texte 11, Paul était à côté de son père, en face de la baie vitrée. Il contemplait le paysage qui était à présent dans les rayons du soleil couchant d'une beauté surnaturelle. Elle s'immobilisa, c'est Prudence, saisie. Il lui paraissait impensable d'interrompre leur contemplation de coucher de soleil. Dans Anéantir, la tendresse, la compassion, mais Cécile, Prudence, Maryse, Madeleine, dans des registres différents, en sont l'incarnation même, toutes femmes courageuses qui ont le beau rôle. Loin des niaiseries des philosophes neuneux, je cite Houellebecq, ces philosophes neuneux de la pensée positive, on voit à peu près tous à qui on peut penser, épinglés par l'auteur, on ne manque pas d'exemples, j'en ai pas donné, donc ces philosophes neuneux de la pensée positive, épinglés par l'auteur, ces passions, ces vertus humaines sont avant tout dans ce dernier roman des mises en acte éprouvantes et sublimes. Ce sont ni purs concepts, ni purs mots dont le couple n'a que faire, mais des moments parfaits, et appréciée comme telle, capable de consoler d'une vie manquée, car oublieuse de l'essentiel, cela ressemblerait peut-être ou non au bonheur. Le conditionnel, on le sait bien, est une forme verbale appréciée par Houellebecq. C'était un peu maintenant comme s'il était son jeune fils, victime d'une maladie d'enfance. Il pouvait être tout à la fois son fils, son père et son amant. La symbolique mise en jeu lui était parfaitement indifférente. L'essentiel était là. Alors, paradoxalement, le verbe, la copule, ou le verbe, ici être, n'est pas en italique, alors même qu'il est très souvent en italique dans le texte et qu'il a été dans Sérotonine, par exemple, les vaches étaient en italique. Là, je pense qu'on aurait pu avoir l'italique. Être, c'est donc être là dans l'espace et dans le temps. Dans le modèle philosophique, le temps est partie intégrante de l'être, dans les horizons de la perception. À travers sa conscience expérimentée, enfin, sa sensibilité ulcérée, Paul Raison, en dépit de ses paralysies physiques, est un être en mouvement. Être là, vaste programme phénoménologique, c'est pour ça que je le lis quand même comme un roman philosophique, phénoménologique, ontologique, qui, si l'on est chanceux, s'avère la conquête de toute une vie. Avec en contrepoint l'idée qu'une chose, quelle qu'elle soit, se termine. Ce dur travail de vivre, Paul l'a accompli. Il n'y a qu'à lire ces deux courts extraits en ouverture et clôture du roman pour s'en convaincre. Page 110, donc au début du roman, lorsque le rendez-vous s'acheva, l'après-midi était déjà bien avancé. Cette lumière des fins d'après-midi du début décembre était sinistre, se dit Paul. C'était vraiment le temps idéal pour mourir. Page 725, fin de vie. Paul avait toujours aimé ce moment de l'année où les jours raccourcissent vraiment. Cette sensation d'une couverture qui monte peu à peu sur votre visage pour vous envelopper dans sa nuit. Malgré l'odeur de pourriture qui émane de Paul, double de Lazare, malgré le rétrécissement de l'espace et la disparition du langage, Prudence œuvre sans faiblir, ou si peu. Cet amour à bas bruit est immense. Prudence, Paul, dyade si souvent raillée par Houellebecq, en particulier les couples fusionnels, qui sont aussi ici la cible de Houellebecq, s'accordent enfin, se rencontrent à travers une chorégraphie précieuse, précise, à travers l'étreinte charnelle des corps, qui se situe bien en deçà des mots. Avant la fin de sa vie, Paul Raison ne rêve plus. Ironie du sort, il embrasse et enlace dans une énergie folle, pulsion de vie peut-être, tous les instants, unité insécable. Le voilà enfin disponible à saisir la beauté du monde et la bonté de Prudence, pourtant bien peu prude. Rédemption par la rencontre, par la jouissance des sexes et des sens, puissance de la douceur, j'emprunte
le titre à une philosophe, sont autant de possibles qui ferment le roman. Houellebecq semble proposer une théorie de l'attachement, à rebours de ses fictions précédentes, platonicien et badiouxien. Il sauve in extremis Paul Raison, jusqu'alors le bien nommé, de l'absurde. Pourtant, l'attelage prudence et raison ne garantissaient rien de bon. Ironie de sort encore que cette tendresse sans pareille, cet amour inouï et indicible qui répare des dommages au moment même de l'agonie. Heureusement, il y a prudence. C'est moi qui écris « Heureusement, il y a prudence », mais très fréquemment dans le texte « Anéantir », l'on a « Heureusement, Cécile arriva »,« Heureusement, ma petite sœur vint », etc. Comment lire réellement, ou réellement comment lire Houellebecq ? Ce sera donc à l'interprète, lecteur, qu'il reviendra le choix de lire le roman sous tel ou tel angle, de côté, à l'envers, à lui de tirer tel ou tel fil de l'histoire. Le terme point de vue ou plan apparaît suffisamment à intervalles réguliers dans le roman pour alerter sur les interprétations plurielles du texte. Ce miroitement des ironies qui brouille le rapport lecteur-personnage, tant la perception du réel se fait tantôt en dehors d'eux, tantôt avec eux, ou encore derrière ou au-dessus d'eux, a pour conséquence de diversifier les interprétations, sans pour autant qu'il y ait contradiction, me semble-t-il. On l'a vu par exemple avec sympathie et distance. Donc je vais faire quand même un tout petit élément, tu vois, tout petit exercice de micro-lecture, parce que c'est quand même la stylistique que j'affectionne, en guise de conclusion, puisque l'on avait, comme dans la citation proposée, je vous avais proposé tout au début, que le monde fictionnel pouvait être meilleur, pire, ou égal que le monde fictionnel à la réalité, je mettrais le monde, alors j'aurais presque mis le merveilleux, le monde merveilleux de Houellebecq, parce que c'est un des adjectifs qui clôt le texte, bon, merveilleux, mais je dirais le monde meilleur de Houellebecq. Alors, j'évoque juste rapidement ce que je ferai plus tard dans un autre lieu, à savoir parler du tact houellebéckien. Alors le déverbal ici serait à considérer dans toutes ses acceptions, depuis celle d'Aristote, de Condillac et aussi de Ferenczi, qui l'exprime dans sa clinique, en donnant à voir l'importance de cette qualité naturelle dans l'échange. Et aussi parce que le tact est présent dans le texte, dans des réalisations syntaxiques très diverses. Toucher, être touché par, etc. Je prends le texte, alors, peut-être celui-ci. Donc, je répète, réenchanter le monde merveilleux, le monde meilleur de Houellebecq. Je répète, je mets des points d'interrogation. En tout cas, réenchanter le monde... personne pour croire à cette blague quand même, parce que Anéantir programme quand même une histoire vouée à l'échec et avec comme centre de gravité la mort. Il n'empêche qu'un titre Anéantir retient et capte sans doute plus l'attention du lecteur qu'un titre Neuneu, réenchanter le monde. Donc il lui faudra bien, le lecteur, pour ce roman, me semble-t-il, lâcher une corde trop facilement tendue par le titre pour oser lire sensiblement. Aussi, dans la grande tradition des micro-lectures, le stylisticien ne peut manquer de scruter le texte dans ses réalisations les plus discrètes. Je prendrai l'exemple de la préposition « contre ». Petit mot grammatical, non prédicatif, la préposition « contre » figure en bonne place dans la boîte à outils de Houellebecq. En effet, si l'auteur écrit « contre la violence du destin », je cite une phrase que je trouve quand même touchante. Voilà. En principe, les fils ne meurent pas avant les pères. Contre les formes de déshumanisation ultra-contemporaine, de désensualisation des rapports humains, contre la turbulence du vide ou de l'ennui majuscule de Pascal, contre la violence de l'enfance, contre les mots dévitalisés. Je vous ai mis une petite liste de sigles et acronymes. Ça, c'est quand même un tic, en tout cas un stylème, mais c'est quand même un tic stylistique.
La liste des oppositions est bien trop longue pour la poursuivre plus avant. Mais Houellebecq sait aussi que contre, tout contre, porte une vérité sur le « de » avec une majuscule. À la fin, à toute fin du roman, par un rendement expressif spectaculaire, la préposition endosse la responsabilité du sens. Texte 15. Elle se blottit contre lui, puis le demanda ou lui dit « Il n'était pas sûr que ce soit une question ». Donc vous voyez que le flou porte ici sur l'acte de langage même. Nous n'étions pas tellement faits pour vivre, n'est-ce pas? C'était une pensée triste et il la sentait prête à pleurer. Peut-être qu'en définitive, le monde était dans le vrai, se dit Paul. Peut-être qu'il n'avait aucune place dans une réalité qu'il n'avait fait que traverser avec une incompréhension effrayée. Mais ils avaient eu de la chance, beaucoup de chance. Pour la plupart des gens, la traversée était du début à la fin solitaire. Page 730. L'amour est donc, comme l'écrit Badiou, l'expérience subjective la plus intense de la possibilité du caractère créateur, avec une majuscule, de la relation à l'autre. Alors, où est Houellebecq dans tout ça? J'avais posé la question en amont. Alors, pour moi, parmi les grands, sans doute. Car en dressant le panorama des questions philosophiques d'importance, son dernier roman s'applique à déconcerter nos facultés de représentation et à scénariser des conflits larvés. L'homme est-il sans croyance? Sûrement pas, mais c'est le propre de l'ironie moderne, généralisée, dans le droit fil de Flaubert, que de piéger le lecteur et de faire en sorte, je cite Hamon, que l'auteur est présent partout et visible nulle part. Ce philosophe à l'ironie interrogeante, guetteur insatiable des signaux d'alerte, descripteur scrupulé des moindres déviances, Houellebecq dérange, clive à coup sûr. Et donc, malgré le titre provocateur, le néant ne me semble pas source et point de butée de l'homme, et anéantir héberge une possibilité de vie, une façon d'être réellement dans le plein du silence jusqu'au bout. Roman le plus bouleversant, écrit Jean Birnbaum dans Le Monde des livres, sans doute. Roman empathique, relationnel, un certain nombre de critiques parlent de la littérature relationnelle à coup sûr, celui en tout cas où la possibilité de l'amour se situe à hauteur d'homme et pas de Dieu. La mort hideuse, mutilante, qui rôde, n'aura pas le dernier mot. Et Houellebecq va au bout de sa thèse, la thèse qu'il avance dans Sérotonine, quand il écrit « Il est mauvais que des aimés », expression quand même très poétique, puissent réellement se comprendre, qu'ils puissent échanger par des mots, la parole sépare à mesure qu'elle se produit. Alors, ai-je cédé à une lecture d'identification, à une lecture de premier degré, je pense au texte d'Hélène Merlin-Cajman, à une lecture fleur bleue, puisque Houellebecq lui-même se dit fleur bleue, prise en otage des bons sentiments, peut-être, sans doute, mais peu importe d'ailleurs. Parce que je terminerai par les mots de Yost dans l'herméneutique littéraire, lorsqu'il écrit ce qu'il a défini l'herméneutique littéraire et cet heureux hasard qui lui permet de mener la querelle des interprétations de telle manière qu'elle n'aboutit pas à une lutte à mort comme en politique. À lui de plaider, à Yost, pour le droit à l'interprétation personnelle, je cite, « Seul peut être dit vrai, ce qui contribue à déployer le sens inépuisable de l'œuvre. »